un podcast Orso Média. Donc moi je suis développeur depuis que je suis tout petit. J'ai toujours beaucoup développé et j'ai toujours trouvé que les conversations entre devs étaient toujours des conversations qui étaient hyper riches et hyper enrichissantes. J'ai la chance de connaître Laurent depuis longtemps et je lui dis que voilà, j'aimerais bien créer un podcast de dev, de ce côté conversation et tout. Il me dit bah écoute, on est en train de créer un incubateur à podcast chez Cosa Nostra, viens le faire chez nous. On les appelle des influenceurs ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Média. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui quelqu'un que je connais plutôt bien parce que avec son podcast, il est membre du label Orso Média. C'est Bruno Soulez, certainement avec le nom du podcast le moins facilement prononçable du label If This Then Dev. Alors moi je connais la référence évidemment, mais il va nous l'expliquer juste après. Salut Bruno. Salut Christopher. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Alors, ça te fait quoi de te retrouver de l'autre côté de cette table ? Eh ben écoute, c'est la deuxième fois que je suis de ce côté-là de la table. C'est vrai que ça fait bizarre. On s'habitue pas en fait. Et on a tellement l'habitude d'être de l'autre côté que c'est vrai que ça fait bizarre. Mais ça te fait quoi d'enregistrer un épisode de podcast sans avoir à rien préparer ? Ben je m'ennuie presque. Oh, ça m'étonnerait. Alors Bruno, avant de rentrer dans le vif du sujet, de tes coulisses, j'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours et comment t'en es venu à créer ce podcast. Bruno, tu viens d'où ? T'es né où ? Alors moi je suis parisien, j'ai toujours vécu à Paris. J'ai comme tout le monde un parcours atypique. Donc moi je suis développeur depuis que je suis tout petit. Donc je me suis dirigé naturellement vers des études d'ingénieur, de dev. Mm-hmm. Suite à ça, j'ai été commercial en SS2I. Suite à ça, j'ai été DRH en SS2I. Ensuite, j'ai créé ma première boîte que j'ai revendue au bout de 18 mois. Ah oui. Ensuite, j'ai créé ma deuxième boîte que j'ai plantée au bout de 18 mois. Pas mal. La première au bout de 18 mois, c'était quoi ? C'était une plateforme d'intermédiation entre les particuliers et les artisans du BTP. Tu cherchais à refaire ta salle de bain et du coup, je t'envoyais des devis d'artisans. Ok. Pas c'était très en loin quelle année de chez toi. Ça ? C'était en 2009. Ok. Que j'ai fait ça. Moment. Ouais, c'était j'ai eu vaguement une idée identique il y a un an. Donc bon, je savais que c'était pas révolutionnaire. Mais l'intermédiation, c'est un business qui est compliqué. Ouais, bien sûr. Et du coup, au bout de 18 mois, je générais pas suffisamment de revenus pour vraiment en vivre. Donc, j'ai revendu ce qui était revendable dans ce que j'avais fait. J'ai rejoint une autre activité, deux autres cofondateurs pour créer une autre boîte très orientée médias sociaux. C'était au début des boutons like de Facebook et compagnie. Et c'était surtout le début du bouton like ailleurs que sur Facebook. Tu sais, il y avait ce petit widget que tu pouvais mettre ailleurs. Qui est quand même un piège à data horrible. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé en fait, c'est qu'au début nous on a créé un petit widget qui permettait à un site de contenu d'intégrer une barre. Il choisissait les boutons qu'il voulait avoir et nous on avait une barre qui était à jour sur tous les derniers boutons. Et en créant ça, j'ai réalisé en fait que l'intérêt pour Facebook, c'était effectivement de collecter un ensemble de données colossales sur ce qu'on faisait en dehors de Facebook, mais que moi, en faisant ma petite barre, j'avais aussi cette capacité en fait de traquer les gens. Et du coup, on a dit, on va essayer de faire une régie publicitaire qui cible les gens en fonction de ce qu'ils font sur Internet, en fonction de ce qu'ils partagent. Et au bout de 18 mois, en fait, on n'a pas réussi à vendre le truc, que ce soit à des investisseurs ou à des annonceurs. C'était trop compliqué. C'était trop tôt, on n'était pas assez nombreux, on n'a pas réussi à faire un truc qui était suffisamment poussé. J'étais le seul, en fait, j'étais seul tech de l'équipe. J'ai beau être un excellent dev, bien sûr, j'avais pas la compétence de faire un truc suffisamment étoffé à l'époque. Et du coup, au bout de 18 mois, on a fermé le truc. Et à ce moment-là, j'ai rejoint une autre entreprise qui faisait de la vente aux enchères d'objets d'art, où j'ai été le CTO pendant 7 ans. Okay. J'ai été associé du coup on a racheté la boîte avec un fonds d'investissement. Et j'ai lancé. T'étais d'abord salarié, collaborateur et ensuite associé. Exactement. C'est ça. Ok. Et sur la fin, du coup, j'ai créé un podcast dont tu as parlé effectivement, donc If This Then Dev, qui est un podcast donc qui parle de dev. C'est comme ça que j'ai mis un pied chez Cosa Nostra.
Ok. Et que je me suis fait connaître de Mathieu, de Laurent, de tout ça. Tu vois, je découvre ça parce que il me semblait que tu avais créé le podcast après ton arrivée chez Cosa Vostra. Et en fait, il existait avant. Il existait avant. Ok. En fait, j'ai la chance de connaître Laurent depuis longtemps parce que quand j'ai créé ma première boîte, Laurent Kretz, voilà, cofondateur de Cosa Vostra, CEO et animateur du podcast Le Panier. Le Panier, tout à fait. Donc je le connais depuis 2009 quand j'ai créé ma première boîte. Lui venait d'arriver en France. Okay. Et puis un soir, on dîne ensemble. Du coup, c'était en 2019. Et je lui dis que voilà, j'aimerais bien créer un podcast de dev, de ce côté conversation et tout. Il me dit écoute, on est en train de créer un incubateur à podcast chez Cosa Vostra. Viens le faire chez nous. Et du coup, j'ai dit banco, on y va. Et donc j'ai créé comme ça le podcast grâce aux moyens de Cosa Vostra à l'époque. Il a créé lui Le Panier quasiment en même temps. Je crois on s'est créé à quelques semaines d'intervalle. Et ça m'a permis de rencontrer Mathieu, de rencontrer Cosa Vostra, et le courant est bien passé. Et du coup, 1 an après, ils m'ont proposé de rejoindre Cosa Vostra en tant que directeur des opérations. Ok. Ce que j'ai accepté, parce que si tu regardes mon parcours, en fait, grosso modo, à chaque fois qu'on me propose un job que j'ai jamais fait, j'accepte. Et donc, j'avais jamais été directeur des opérations. C'est-à-dire que ton prochain job sera quelque chose que tu n'auras jamais fait. Et là, je suis en train de changer de mission chez Cosa Vostra. Je suis en train de devenir directeur de l'innovation chez Cosa Vostra. Donc, finalement, j'apprends plein de choses. N'est-ce pas? Donc, c'est en cours de changement. Okay. Donc voilà, c'est un job que j'avais jamais fait jusque-là. Donc, il était temps que je le fasse. Mais je continue le podcast, bien évidemment. Et quand même, le fil conducteur de tout ce que tu as fait jusqu'à présent, c'était que tu avais quand même cette volonté d'entreprendre aussi, de créer des choses. C'était quelque chose qui était déjà en toi à l'école ou qui est né après, peut-être en écoutant des podcasts? Alors, le besoin d'entreprendre, alors oui, si on prend uniquement le besoin d'entreprendre, moi j'ai gagné mes premiers dollars en 96. J'étais au collège. C'était au tout début du web. J'ai eu la chance d'avoir un ordinateur très tôt chez moi. Et un graveur. Mais alors c'était pas comme ça que j'ai gagné de l'argent. Moi j'ai gagné de l'argent légalement parce qu'en fait en 96, je sais pas si tu connais les Darwin Awards. Oui. Et c'est moi qui ai créé en 96 le site français des Darwin Awards. Okay, donc je faisais une traduction en fait du site américain. Et un jour, la créatrice des Darwin Awards a trouvé mon site, a trouvé que c'était cool ce que j'ai fait, et donc elle m'a hébergé sur sa plateforme à elle. Okay. Et du coup, elle a mis des pubs, et du coup, j'avais un pourcentage des publicités, donc j'ai gagné mes premiers dollars comme ça. Mes parents ont vu débarquer un chèque en dollars à mon nom à l'époque, et ils étaient un petit peu étonnés. Donc ça a été mes premiers trucs. Déjà intéressant ou c'était quelques Non, c'était quelques centaines de dollars, mais du coup, enfin tu vois, moi j'avais 13 ans, c'était un truc de ouf quoi. Déjà en 96, te dire que tu pouvais générer du vrai argent avec ce truc bizarre qui s'appelait Internet à l'époque, ouais. C'était effectivement assez ouf. Donc oui, il y a eu ce côté d'entreprendre assez tôt, mais en fait le fil conducteur de ma carrière, c'est ce que j'ai vu surtout avec le côté depuis que je suis directeur des opérations. C'est que mon vrai kiff, en fait, c'est de résoudre des problèmes. C'est vraiment ça. Et c'est vrai que pour te côtoyer quasiment quotidiennement, t'en règles énormément ici chez Cosa Vostra. On va faire un saut en avant, tout de suite parler de ton podcast, et après on revient sur tes coulisses. Donc, If This Then Dev, la référence à If This Then That, on est d'accord, hein, qui est un connecteur d'API, connecteur de service. Donc, c'est une API... Tiens, je vais essayer d'expliquer, tu me reprendras. Allez, une API, c'est quoi? C'est un ensemble de... c'est ce qui permet à une application ou un outil, un service Internet de communiquer avec d'autres outils. C'est une sorte d'autorisation d'accès qu'on donne à l'extérieur, sécurisé. C'est un standard de communication entre applications. C'est ça. C'est ça, c'est une interface. Voilà. C'est le I de API, c'est une interface. 1 minute 30 pour expliquer ce que tu résumes en un mot. Mais oui, c'est ça, c'est une interface. Et donc, If This Then That. Pourquoi on s'attarde un peu là-dessus? C'est parce que ça fait partie vraiment de ton profil que je trouve absolument dingue, avec même ta façon de bosser. C'est que, une façon pour toi de régler des problèmes, c'est de faire dialoguer des services qui sont pas du tout à la base faits pour s'entendre. Ouais. J'ai toujours beaucoup développé. C'est ça que c'est. J'ai commencé effectivement à dev assez tôt, donc ça c'est un truc qui est toujours resté en moi. Par exemple, quand j'ai lancé mon podcast, donc en 2019, j'avais créé un bot et j'avais créé une mini intelligence artificielle. Donc là, c'était du vrai code à l'époque, qui arrivait du coup à repérer des comptes de dev sur Twitter et qui leur shootait un DM en leur disant j'ai lancé un podcast qui devrait t'intéresser, voilà le lien. Et dans certains cas, j'arrivais même à identifier la techno sur laquelle le mec bossait. Ah ouais. Pour lui shooter l'épisode qui parlait de la techno en question.
Donc j'étais assez content de moi. Donc oui, j'ai toujours dev pas mal de choses. Ce que tu appelles un bot, on peut le traduire pour nos auditeurs qui sont pas forcément tous technophiles, c'est un genre d'automate, c'est un automate logiciel à qui on a donné des instructions, c'est-à-dire quand tu vas à cet endroit et que tu repères telle et telle chose, alors fais ceci ou cela. Exactement. Ouais. Voilà. Ok. Et ouais, hyper intéressant. Et est-ce que tu t'es déjà aperçu que de mettre en place ces automatisations, ça t'a pris plus de temps que le temps que ça t'aurait fait gagner de le faire manuellement? Oui, c'est un vrai sujet. Alors, et est-ce que tu arrives à anticiper ça justement, tu vois? Oui, j'essaye de l'anticiper. Alors c'est vrai que aujourd'hui mes automatisations me prennent du temps, mais au final elles me font gagner du temps parce que ça me permet de faire quand même d'autres choses. C'est-à-dire que je vais passer du temps sur la prochaine automatisation, mais celle que j'ai faite il y a quelques mois, elle tourne vraiment toute seule et il y a plus rien à faire. Mais t'as toujours un travail un petit peu de maintenance sur les plus récentes. Mais en gros, petit à petit, les tâches les plus anciennes que j'ai automatisées, j'ai vraiment plus rien à faire dessus et donc ça c'est on en reparlera. Ouais, on en reparlera juste après avec la gestion de ton podcast qui est assez dingue dans la manière dont t'as automatisé pas mal de choses. Donc, If This Then Dev, tu reçois quel type de profil, quels invités, quel problème t'as envie de résoudre justement avec ton podcast? Alors en fait, moi, ce que j'explique à tous mes invités, c'est que j'ai toujours considéré qu'un bon dev, c'est un dev qui sait s'intéresser à autre chose que sa stack quotidienne, c'est-à-dire autre chose que les technos sur lesquels il bosse au quotidien, de son taf quotidien. C'est important quand t'es dev de t'intéresser aux autres technos, de ce qui sort, de ce qui se passe, de ce qui se dit, ou ce genre de choses. Mais c'est parfois compliqué et ça prend du temps. Et en fait, quand moi je cherchais justement des contenus de formation ou de veille, comme on appelle ça, je tombais soit sur des contenus qui étaient vraiment orientés pour monsieur et madame tout le monde, qui du coup étaient très génériques et ne rentraient pas assez dans le dur. Soit je trouvais des trucs qui étaient vraiment des formations, des tutos, qui à l'inverse du coup nécessitent d'être vraiment posés face à un ordi pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et donc il n'y avait pas de contenu intermédiaire. Et les forums, non? Ça répondait pas forcément à tes interrogations? Les forums de dev, en général, c'est que ça va répondre à une question technique très précise. C'est genre, je suis dans telle situation, j'arrive pas à faire ça, ça marche pas. Code. Enfin, tu vois, exactement. Et t'as des gens qui apportent des solutions. Donc ça reste du coup trop précis. Et j'ai toujours trouvé que les conversations entre devs, parce que ça m'arrivait quand même parfois d'avoir des conversations avec des vrais devs, des vrais êtres humains, étaient toujours des conversations qui étaient hyper riches et hyper enrichissantes. Et du coup, je me suis dit que le podcast, c'était un bon moyen d'avoir ce côté un peu un contenu dédié pour les devs que tu peux écouter pendant que tu fais ton sport, pendant que tu es dans les transports, en tant que faire ton ménage ou je ne sais quoi, et d'avoir ce côté conversation hyper enrichissant entre devs et de se dire voilà, on s'adresse à des devs, donc on n'a pas besoin d'expliquer ce qu'est une API par exemple ou ce qu'est tel langage ou un garbage collector ou ce genre de choses. On considère que les gens savent de quoi on parle. Donc j'ai un podcast qui est pas très accessible, c'est vrai. Je sais que les non-devs ne comprennent absolument rien à ce qu'on dit, mais au moins on est entre nous, on se comprend et on est bien. Et on est bien, exactement, c'est ça quoi. Et il n'existait pas vraiment de podcast dédié aux devs avant que t'arrives? Si, il y en avait quand même quelques-uns. Il y a Artisan Développeur qui est un très bon podcast qui existe depuis maintenant 5-6 ans, je crois. Qui est lui sur un format plus court. Il y a des épisodes qui font entre 10 à 20 minutes. Donc c'est un format qui est un petit peu plus court. Moi, j'ai des épisodes de conversation aussi. En général, c'est autour de la conversation. Ouais. Okay. C'est difficile de faire un podcast de formation très tech de dev parce que tu as quand même besoin de voir le code, de voir un peu les trucs. Donc sur YouTube, tu vas trouver plus de contenu, plus de variété. Sur les podcasts tech, en général, comme il n'y a que de l'audio, c'est en général des conversations. Et est-ce qu'il y a une base? Enfin, je me pose la question parce que j'imagine que quand on est dev et qu'on a un problème à résoudre, le réflexe c'est d'aller chercher dans Google. Et j'imagine que voilà, c'est un peu l'un des défauts du podcast, c'est l'indexation, le référencement. Tes épisodes ne remontent pas forcément sur des requêtes, ce qui me laisse penser que tes auditeurs sont plutôt dans une démarche active d'aller découvrir, comme tu dis, de nouveaux profils, de nouvelles technos. Ils sont pas forcément dans une logique de résolution de problèmes. Est-ce que t'es d'accord avec ça? Complètement d'accord. De toute façon, c'est un travail de veille que tu fais et je pense que tout le monde n'a pas envie de faire de la veille, quel que soit ton métier. T'as des gens qui font leur métier et quand leur journée est finie à 5h ou à 18h, ils font autre chose, ils vivent leur vie comme ils disent. Et il y en a qui ont un vrai intérêt pour leur job, pour leur métier et qui ont envie de continuer à se former, à apprendre des choses. Et ça, c'est le cas sur tous les métiers, hein. Je parle pas que des devs. Et du coup, c'est quand tu es vraiment dans cette démarche-là que tu vas commencer à regarder différents supports justement de veille. Et je pense que le podcast se prête assez bien à ce format-là. Le métier du dev dans cette profession de dev, il y a cette
cette habitude, cette tradition de la veille? Tu sens qu'elle est un peu plus développée que dans d'autres corps de métier? Alors oui, c'est hyper important dans notre métier de se tenir au courant parce qu'en fait les technos changent beaucoup. Déjà une même techno peut beaucoup évoluer avec le temps et t'as plein de technos qui sortent en permanence, donc il faut quand même se tenir à jour, faut être au courant. Et depuis l'émergence du mobile et de tous ces nouveaux usages qui apparaissent, les technos en fait explosent complètement de tous les côtés, que ce soit le dev en tant que tel, que ce soit l'hébergement, le réseau, enfin t'as un tas de trucs qui explosent complètement. Et donc t'es obligé de te tenir au courant de ce qui se passe, sinon en fait tu deviens obsolète très vite. En fait, toi, un téléphone est obsolète au bout de quelques années, un dev qui ne fait pas de veille devient obsolète de la même façon, quoi. Et alors raconte-nous comment tu t'es lancé toi, c'est-à-dire parce que t'as pas une formation de prod, de création de contenu. Raconte-nous tes débuts. Alors la chance que j'ai eue en fait, c'est d'avoir ce contact avec Cosa Vostra, parce que du coup ils m'ont apporté le matériel, le studio. Et à l'époque, il y avait une personne chez Cosa Vostra qui s'occupait de faire le montage pour moi. Alors très vite. Royal. C'est vrai, complètement royal. C'est-à-dire que vraiment, j'arrive dans une pièce, j'avais juste à faire venir mon invité pour faire l'enregistrement et après, c'était bon. T'étais déjà sur un format hebdo? Ouais, depuis le début, c'était format hebdo, mais ça, c'est l'école Mathieu Stéphanie, qui te donne des critères comme ça. Ouais. Donc oui, on a fait ça en format hebdo, en format 1 heure à peu près, depuis le début. Le rythme s'est posé petit à petit, tu vois, en fur et à mesure en testant les différentes formules. Tu vois, j'ai l'espèce de différents temps, on va dire, j'ai une structure, on va dire, d'épisodes. Mais du coup, toute la partie montage et technique était déjà là, en fait, quand je suis arrivé. Donc ça a été c'est un énorme gain. Enfin, tu vois, dès mon premier épisode, j'ai une qualité de son qui est top, j'ai un montage qui est pro, j'avais un générique. Enfin, donc il y a quand même un avantage colossal là-dessus, quoi. Le générique aussi, c'était l'incubateur de Cosa Vostra qui s'en était occupé? Alors on l'avait fait ensemble. Oui, on avait trouvé une musique libre de droit sur les bibliothèques de YouTube. J'avais fait la voix et on avait fait le montage comme ça ensemble, quoi. Ok. Et donc là, t'es organisé quand même complètement différemment aujourd'hui. Raconte-nous un peu ton setup. Alors j'ai un setup dont je suis assez fier aujourd'hui. En fait, très vite le montage, j'ai décidé de le faire moi-même parce que les gens chez Cosa Vostra n'avaient pas forcément de temps à consacrer à mon podcast. Donc j'ai commencé à faire le montage. Et comme je suis dev, moi, dès que j'ai un truc à faire de manière régulière, je me dis, autant l'automatiser pour que j'ai plus à le faire. Et donc, alors le montage, ça a pas été pourtant le premier truc que j'ai automatisé. Le premier truc que j'ai automatisé, c'était sur toute la partie prise de rendez-vous. Ouais. Effectivement, c'est l'un des points les plus lourds dans l'organisation d'un podcast de conversation. C'est hyper fastidieux. Trouver le créneau, D'autant que t'as besoin, en fait, d'une certaine organisation, en fait, c'est-à-dire que t'as besoin d'avoir un endroit où tu vas stocker tes notes, où tu vas stocker ton épisode et compagnie. Et donc, à chaque fois, tu dois créer un répertoire, où tu ranges tes trucs, tes machins, faut que ça ressemble à peu près à la même chose. Donc, tout ça, moi, j'ai commencé à l'automatiser. Donc, en fait, j'utilise un Calendly aujourd'hui où mon invité, du coup, va prendre rendez-vous. Et le simple fait de prendre rendez-vous sur une préparation d'enregistrement, ça va me créer un répertoire. Dans Google Drive. Dans Google Drive. Ça, donc un dossier, Ça me crée un enregistrement avec ses coordonnées dans Airtable. Ok. Ça me crée un élément de l'épisode aussi dans Airtable. Alors, un élément de l'épisode, c'est quoi? C'est-à-dire ça me crée l'épisode, le squelette, on va dire, de l'épisode. C'est-à-dire j'ai son nom, son prénom, le titre de l'épisode. La date de préparation qui va avec, et puis le fameux répertoire qui est associé. Alors pareil, juste pour bien expliquer, Airtable, c'est comme un Excel ou Google Spreadsheet, mais avec cette notion de base de données. C'est-à-dire que la moindre case dans Airtable fait partie d'une base de données qui peut être interrogée, retravaillée, appelée à droite à gauche. Exactement. C'est la différence. C'est un vrai intermédiaire entre la base de données que va utiliser un dev au quotidien et un Google Spreadsheet. C'est-à-dire que ça va mixer un peu les capacités de chacun. Okay. Et donc ça me permet d'avoir une base de données qui est vraiment structurée. Et donc ça me crée aussi un doc de préparation. Donc j'ai un document, un Google Doc, dans lequel je vais pouvoir prendre des notes, c'est-à-dire que j'ai un rendez-vous d'1 demi-heure qui est programmé avec mon futur invité. Pareil, automatiquement, c'est-à-dire que c'est lui qui le choisit dans le Calendly. Ok. Donc il choisit dans Calendly son slot d'enregistrement. Son créneau de préparation d'enregistrement. Son créneau de préparation. Et donc c'est un coup de fil d'1 demi-heure que je passe avec lui. Donc il a pu rentrer dans le Calendly des sujets qu'il a envie d'évoquer, qui sont du coup dans mon document de préparation quand j'arrive. Qui est dans le bon dossier. Qui est dans le bon dossier, au bon endroit. Et donc je fais ce call de à peu près 1 demi-heure, 45 minutes avec l'invité. On discute de choses et d'autres. Je prends des notes du truc. Et en fait, quand le rendez-vous est terminé, moi j'ai une application qui s'appelle Todoist, qui est une gestion de to-do, enfin une liste de to-do.
grosso modo. Et en fait, le jour de la préparation, j'ai une tâche qui est partager le doc de préparation avec un tel. Et quand je clique la tâche, ça me partage automatiquement le doc avec l'invité. Parce qu'en fait, dans ce doc-là, l'invité va retrouver l'adresse du studio, le code pour y accéder. Si c'est un enregistrement qui sera fait à distance, il va retrouver des consignes pour comment avoir une bonne qualité audio quand tu es chez toi ou ce genre de choses. Il va retrouver toutes les notes que j'ai prises sur notre discussion, donc il sait un petit peu dans quoi il va s'engager. Il retrouve la date de l'enregistrement aussi. Et dans le doc, il y a un lien Calendly pour réserver un créneau d'enregistrement. Et comme ça, quand il a pris son rendez-vous, le doc se met à jour et il a son créneau aussi dans le doc. On fait une petite parenthèse. Calendly, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil incroyable, moi, qui a changé ma vie. C'est un outil qui est connecté avec votre agenda, Google, mais je crois d'autres aussi. Hein, oui, il fait aussi Apple, Outlook. Et vous pouvez, en plus de cette capacité à voir les slots libres dans votre agenda, vous pouvez évidemment personnaliser vous aussi des slots durant lesquels vous voulez prendre des calls ou accepter des rendez-vous ou des déj. Vous pouvez créer plusieurs profils d'événements. Vous partagez ça avec vos contacts et c'est votre contact lui-même qui choisit dans votre agenda le créneau durant lequel il veut faire un call ou vous rencontrer. Et ça fait gagner un temps fou parce c'est fini les échanges de mails. Voici 3 créneaux dans lesquels je suis disponible. Ah bah non, mais moi je suis disponible sur aucun. Voici un 4e et bon, c'est l'enfer. Voilà. Et puis si jamais il a un empêchement, il a en plus un lien pour reprogrammer automatiquement le créneau. Enfin non, c'est hyper pratique. Et je crois que c'est gratuit. Vous pouvez créer un compte gratuit avec un type d'événement. Donc, voilà. Pour tester, c'est pas mal. Ouais. Et donc, une fois qu'il a pris son créneau d'enregistrement, alors s'il prend pas son créneau d'enregistrement, je lui envoie un mail pareil de manière automatique régulièrement. Donc, il y a un mail à 15 jours, un mail à 30 jours et un mail à 45 jours. Préparation. Call de préparation. Qui lui dit, t'as pas encore pris ton rendez-vous d'enregistrement. Voilà, moi j'ai encore envie de le faire. Dis-moi si ça te dit. Pour info, le doc de préparation est là. Donc, le mail est différent, bien évidemment, sur chaque étape. Et si au bout de 60 jours, il a pas pris de rendez-vous, je considère qu'il viendra pas. Et du coup, j'efface, en fait, l'épisode en question. Et une fois qu'il a pris son créneau, ça va me créer un conducteur, toujours dans Airtable. Donc, en fait, je reprends je vois le squelette de mon épisode. Donc, j'ai un créneau, un slot vide, pour mettre mon intro. Et du coup, ça me permet d'avoir mon conducteur le jour de l'émission, où du coup, j'ai toutes les questions. C'est-à-dire qu'en fait, ça va reprendre dans le doc de préparation les éléments que j'ai notés, ça me les met dans mon conducteur comme éléments de question. Et donc, ça me permet d'avoir un doc tout prêt le jour de l'enregistrement. Le doc, c'est un outil de travail sur lequel tu comptes énormément et que tu suis à la lettre et à la minute près, entre guillemets, ou bien tu l'utilises plus comme un peu une bouée de secours si vraiment t'as un trou de mémoire ou quelque chose comme ça, t'as un doc de référence sur lequel jeter un œil. C'est une bonne question. Non, je pense que je m'y réfère quand même pas mal parce que j'ai quand même des épisodes techniques. Et encore une fois, j'ai beau être un très bon dev, je suis pas. Non mais on apprend aussi que Bruno a des chevilles énormes. Non mais tu vois, je reçois des gens qui sont quand même hyper bons sur des sujets techniques parfois très pointus. T'as intérêt à être carré. Et t'as intérêt à être carré en fait, c'est-à-dire que moi j'ai une connaissance assez vaste sur beaucoup de sujets, mais j'ai pas leur niveau d'expertise en fait. Et si je veux pas passer pour une tanche, faut que j'ai quand même des questions un petit peu intéressantes. Donc j'ai quand même des questions qui sont préparées dans ce doc dans ce conducteur qui me permettent du coup de relancer la question. Et ça me permet aussi de m'assurer qu'on évoque les sujets qu'on avait prévu d'évoquer avec l'invité. Sans rien oublier. Et donc tu as ce conducteur, tu fais ton enregistrement, donc toujours au même endroit cette fois, dans la pièce où l'on est actuellement, chez Cosa Vostra au studio. Et alors qu'est-ce qui se passe une fois que tu finis l'enregistrement? Qu'est-ce qui se met en branle? Quelles nouvelles automatisations se prennent le relais? Alors déjà en fait il y a déjà des automatisations qui ont lieu pendant l'enregistrement. C'est-à-dire que pendant l'enregistrement, dans mon conducteur, j'ai un petit bouton qui me permet de noter des instants pour faire des extraits après pour les différentes plateformes de réseaux sociaux. Donc je note du coup le timestamp de la vidéo et comme ça après j'ai une monteuse qui va pouvoir du coup faire les vidéos pour les diffuser sur les différentes plateformes. Et une fois que l'enregistrement est terminé, moi je récupère les fichiers audio et les fichiers vidéo. Je les mets dans un répertoire bien spécifique et après ça part tout seul. C'est-à-dire que le mixage va se faire tout seul, le montage se fait tout seul avec l'intro et l'outro qui est ajouté dessus. Donc j'ai mon fichier audio qui se fait tout seul. Alors
Juste intéressant. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail sur cette partie-là? Parce que quand tu dis que le mixage se fait tout seul, avec un outil, j'imagine. Ouais. Quel est cet outil? Je passe par Auphonic, Mm-hmm. qui est un outil pareil conseillé par Cosa Vostra. Que j'utilise aussi. Voilà, qu'ils avaient déjà avant que Formidable si j'arrive. vous êtes podcaster. Et qui a une API, donc j'ai pu me plugger avec, donc parfait. Donc ça me fait du coup le montage tout seul. Donc t'as créé une sorte de preset sur sur Auphonic qui est voilà, tu dis voilà, va chercher mon intro à cet endroit, va chercher mon outro à cet endroit, Exactement. mes 2 pistes à cet endroit. Ça va jusqu'à renommer le nom du fichier en récupérant le nom de ton invité, le numéro de l'épisode. Alors ça prend juste le numéro de l'épisode parce que le nom du fichier en fait on s'en moque un petit peu, c'est-à-dire qu'il pourrait même avoir un nom complètement random vu que moi je ne le vois plus jamais le fichier audio, ça ne m'intéresse plus, c'est en dehors de moi. Donc, il pourrait avoir un nom complètement random. Pour moi, ça n'aurait pas plus de sens. Et donc, une fois que ce fichier-là est créé, ça va me créer un squelette de l'article qui sera diffusé dans un Google Doc. Alors, attends, pardon, je reviens encore un peu en arrière parce que c'est juste pour bien comprendre le cheminement. Une fois qu'Auphonic a fait son taf, c'est-à-dire j'ai mixé les 2 pistes, j'ai mis l'intro, j'ai mis l'outro, où est-ce que va le fichier final? Du coup, il arrive dans le répertoire de l'épisode. Dans Google Drive. Dans Google Drive. Dans le bon dossier, ok. Dans le bon dossier. Et donc, du coup, il est juste stocké là. Je garde les fichiers d'origine. Donc, j'ai chaque track du micro aussi à côté. Comme ça, si un jour j'ai besoin de... Je change mon générique, en fait, je peux faire une moulinette qui va me changer mon générique sur tous mes épisodes. Ouais. Alors ça, je l'ai pas encore mis en place parce que j'ai pas encore le cas qui s'est présenté. Mais en tout cas, tout est prêt pour. Et donc, ça me crée un squelette de l'article, donc un Google Doc. Ça me crée une tâche en me disant, faut que tu penses à écrire l'article de l'épisode machin. Ouais. Faut que tu penses aussi à demander la photo de l'épisode de machin. Alors, pourquoi tu ne demandes pas la photo avant, dans ton process quand ton invité vient te donner son nom, prénom? C'est vrai que je pourrais, mais aujourd'hui, dans le process, en fait, comme j'en ai pas besoin avant, je la demande pas avant. Parce que ça, je me dis si jamais je fais pas l'épisode, ça m'arrive de faire une préparation et de pas faire l'épisode derrière. Ouais. Parce que soit on trouve pas d'angle intéressant, ou il y a une redite avec un épisode récent, ou genre de choses. Donc ta demande de photo, tu l'as fait manuellement, pardon. Alors je fais rien manuellement. Moi j'ai complètement arrêté ce genre de choses. Je demande la photo. Alors en fait, j'ai une tâche qui se crée qui dit photo obtenue. C'est-à-dire que ma tâche, elle est quand même là dans mon to-do, s'il y a besoin. Mais donc du coup, une fois que j'ai écrit mon article, je coche le fait que l'article est fait. Ça envoie l'article automatiquement à l'invité. Okay. Et si jamais ma moulinette voit que j'ai pas encore la photo de l'invité, dans le mail de partage en disant voilà l'article, ça lui dit au fait, envoie-moi ta photo. Ok, incroyable. Et après, alors il y a aussi le fait que moi je remets un sticker à chacun de mes invités qui est collé sur son ordi où il y a écrit le logo du podcast. Et il y a écrit I was invited on IFTTD and all I got was this lousy sticker. Donc référence à The Game pour ceux qui ont vu cet excellent film. Ouais. Et pareil, si jamais dans ma moulinette, la moulinette voit que j'ai pas donné le sticker à l'invité, ça demande son adresse postale à l'invité pour que je puisse lui envoyer son sticker. Okay. Et donc du coup, il a l'accès au Google Doc pour l'article qui, du coup, il peut corriger sans aucun problème. Il me donne sa photo. Et là, comment tu t'assures qu'il le relie, dans le bon délai, dans le bon timing? Ça, je pars du principe que c'est en dehors de ma responsabilité. C'est-à-dire que s'il le relie pas, c'est de sa faute. Moi, je l'ai prévenu. Tu vois, s'il veut pas le relire, c'est pas de souci, c'est de sa faute. Entre guillemets, de sa faute. Pareil, quelque part en arrière, tu disais que ton automatisation générait un squelette d'articles en fonction de ton épisode. Ton squelette est tout le temps le même. Oui. Voilà. Et toi, tu complètes ton squelette. Exactement. Voilà. J'ai un titre, une quote, une description et la liste des liens. La liste des liens qu'il récupère depuis mon conducteur parce que j'ai pris des notes pendant l'enregistrement. Ouais. J'ai noté les liens qu'il a évoqués et du coup, je les retrouve au moment où j'ai écrit le truc. Donc, juste à ajouter le lien en gros, quoi. Ok. Et donc après, l'invité corrige l'article s'il en a envie ou pas. Il m'envoie sa photo, je la mets dans le bon dossier, dans le dossier de l'épisode. Et après, c'est-à-dire que après, du coup, moi, j'ai un stock d'épisodes et j'ai 3 jours de publication possibles dans la semaine. J'ai le lundi, le mercredi et le vendredi. En fait, parce que j'ai deux formats d'épisodes aujourd'hui. Je suis en train d'en préparer un 3e, mais j'ai 2 formats d'épisodes aujourd'hui. Et l'idée, c'est que le mercredi, je sors ce qu'on appelle un épisode source, qui est donc une discussion d'1 heure dans son entièreté avec mon invité. Et le vendredi, j'ai une version compilée où en fait, je fais le résumé d'un épisode passé avec un invité futur. Ça dure grosso modo 10 minutes. Et donc l'idée, c'est que pendant un enregistrement, avant de faire l'enregistrement de l'épisode, je vais enregistrer avec mon invité le compilé d'un autre épisode. Donc je lui ai demandé d'écouter un autre épisode du podcast. Ouais. Donc il avait le lien dans son doc de préparation, bien sûr. Et pendant 10 minutes, je vais parler avec mon invité de l'épisode d'un autre invité.
Il y a plein d'avantages pour moi à faire ça. Le premier, c'est que mon invité, au moins, il a écouté un épisode du podcast avant de venir. Donc, il sait dans quoi il met les pieds. Ouais. Il voit la structure d'un épisode. Il voit le ton de l'épisode. Et surtout, je m'adresse principalement à des devs. Alors, c'est peut-être un cliché, mais c'est quand même des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de s'exprimer en public, encore moins avec un micro ou avec des caméras. Et l'avantage, c'est que du coup, on a un petit truc de préparation, tu vois, une petite mise en jambe de 10 minutes, où du coup, il parle pas de lui, il parle de quelqu'un d'autre. Et du coup, il se met à l'aise, il se détend. Et donc, ça m'arrive d'avoir des compilés qui sont pas ouf, mais l'épisode derrière qui va être vraiment bien, parce qu'en fait, du coup, tu vois, il s'est mis à l'aise, il a compris le truc, et effectivement, il est chaud, quoi. Il t'est déjà arrivé que ton invité n'écoute pas l'épisode que tu veux débriefer? Ouais. Ça m'est pas arrivé souvent, parce que maintenant, j'ai un mail qui, une semaine avant l'enregistrement, envoie un mail à l'invité et qui lui dit, je te rappelle que tu dois écouter tel épisode, avec le lien vers l'épisode, bien évidemment. Et l'idée, c'est que ça m'est arrivé 2 fois. Une fois, il m'a dit, écoute, je suis désolé, je l'ai pas pu l'écouter, du coup, on fera plus tard, donc c'est pas grave, j'ai un Calendly qui va permettre de faire un créneau de 15 minutes pour faire l'enregistrement comme ça. Et une fois où j'ai un invité qui m'a dit, mais ça va, je peux improviser, je connais le thème, je connais la technique, je peux improviser. Je dis, bah non, on peut pas improviser, parce que l'idée, c'est de parler de ce que la personne a dit, pas uniquement de la techno. Donc du coup, on a pris un autre créneau plus tard pour faire le compilé. Celui qui t'a dit ça, il était dev? Il était dev, ouais. Ah ouais, c'est rare. Un dev qui improvise, quoique. Non, il y en a pas mal. En fait, il y a des gens qui ont une certaine assurance, une certaine aisance et qui pensent qu'ils peuvent comme ça filouter un petit peu tout le temps. Et t'as pas voulu tenter? Tu t'es pas dit ça peut le faire? Non, je savais que ça le ferait pas, quoi. Ok. Et donc j'ai ces 3 jours de publication possibles, et en fait j'ai un algorithme qui va décider sur chacun des jours est-ce que je publie un épisode ou pas, et si oui, lequel. Donc, le mercredi et le vendredi, j'ai mon épisode source, et le vendredi, mon compilé. Et le lundi, si j'ai trop de stock d'épisodes, parce qu'en fait, comme moi, j'ai plus aucune prod ou post-prod à faire, je fais que de la production, que de la discussion avec des gens. Ça me fait gagner un temps fou. Donc, je me suis retrouvé à avoir trop d'épisodes, en fait. Donc, je me suis rajouté un jour de publication. Et donc, en fonction du stock d'épisodes que j'ai, mon algorithme va décider si le lundi, il diffuse un épisode source ou un compilé. D'accord. Et du coup, ça prend l'épisode, ça prend le fichier audio qu'il a créé quelques semaines avant, ça prend l'article dans Google Doc, et ça m'envoie tout ça sur notre hébergeur AudioMins, qui a l'avantage d'avoir une API aussi. Donc ça met le fichier audio avec la bonne description, avec le bon timing pour les spots de publicité, les slots de publicité, pardon. Ça envoie sponsoring. Le sponsoring, exactement. Ça envoie aussi la description sur YouTube, parce que du coup, moi, je fais aussi des lives sur Twitch, et du coup, ça met à jour aussi le... C'est AudioMins qui diffuse sur YouTube? Non, pour le coup, moi, je diffuse directement sur YouTube. Ok. Ça met à jour le blog. En séquence vidéo, t'as quoi sur YouTube, du coup? T'as quand même un audiogramme, t'as quelque chose? Parce que, bon, alors AudioMins, qui est notre hébergeur et diffuseur de podcasts, diffuse évidemment l'audio sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, mais sur YouTube, il diffuse une vidéo qui est en fait qui reprend la cover du podcast avec un audiogramme. Un audiogramme, c'est comment expliquer ça, les fréquences audio qu'on voit animer l'écran. Tu fais quoi toi du coup sur YouTube? Alors en fait, moi comme toi, je fais une captation vidéo de l'épisode, sauf que moi du coup, j'enregistre tout et je mets uniquement l'épisode, donc je fais ça aussi en live sur Twitch où j'ai toute une émission où j'ai un petit peu d'intro, après je fais le compilé, après on a une transition, après on a l'épisode, et après on a une session de Q&A. Sur YouTube, je mets tout le replay de l'émission, de l'épisode, pardon. D'accord. Donc je mets pas le compilé, je mets pas le Q&A, je mets uniquement l'épisode, qui est du coup en intégralité sur YouTube, et du coup avec la même description que sur AudioMins ou sur le blog. Oui, parce que c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais alors c'est quelle part de tes épisodes qui sont aussi diffusés en live? Tous. Voilà, donc c'est quand même une particularité de ton podcast. T'es le seul à faire ça chez Orso Media, parce qu'en plus de tout ça, tu envoies directement un flux. Donc sur quelle plateforme, rappelle-nous? Alors j'utilise Restream aujourd'hui, Restream.io, qui a l'avantage tu peux du coup rediffuser sur Twitch, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Twitter. Et normalement dès la semaine prochaine, je pourrais diffuser aussi sur TikTok en même temps. Donc je diffuse sur toutes les plateformes en même temps. Et l'avantage de Restream en plus, c'est que ça capte tous les messages des chats de ces différentes plateformes. Ça te les met dans un seul chat. Et donc du coup, et pareil, tu peux pousser un message sur toutes les plateformes. C'est quoi ton audience moyenne en live sur tes épisodes? Alors c'est un peu compliqué à suivre parce que tout le monde ne compte pas de la même façon. Par exemple, Twitter et LinkedIn, en gros, quelqu'un qui a fait passer la vidéo dans son flux, il compte comme un visionneur. Viewer, Alors que sur Twitch, je crois qu'il faut que tu sois resté au moins 2 minutes pour être comptabilisé comme un vieweur. Tu vois que d'emblée, ça compte pas de la même façon.
Sur LinkedIn, j'ai facilement une bonne centaine de viewers affichés par LinkedIn pendant le live. Sur Twitch, on a une vingtaine en gros. En général, on est autour d'une vingtaine. J'ai quelques épisodes qui vont très bien fonctionner, mais c'est parce que parfois j'ai des invités qui sont très visibles ou très connus et qui du coup vont driver un peu plus d'audience. Mais du coup, je pense que toute plateforme confondue, je dois être entre 100 à 150 personnes qui vont suivre une bonne partie du live. Pas forcément tout, mais qui vont suivre en tout cas une bonne partie du live. Alors pour quelle raison t'as décidé de diffuser en live tes épisodes? Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Alors déjà, moi j'avais envie de tester. Tout simplement. Le Twitch, j'ai envie de faire partie du Twitch game, comme on dit, d'être un streamer. Je trouvais ça fun à tester. Ça a l'avantage aussi d'avoir des gens qui vont me suggérer des questions. Mine de rien, comme ils écoutent le truc, t'as des gens qui suggèrent des questions pendant l'épisode. Et donc, ça me permet de paraître un petit peu moins bête et d'avoir un peu plus de contenu à proposer sur l'épisode. Donc, c'était aussi ça, c'est d'apporter une... Et puis, il y a aussi une interaction avec ton audience. Parce que du coup, il y a des gens qui écoutent le podcast, qui vont quand même venir assister à certains lives. Et donc, c'est aussi un échange avec mon audience, quoi. On n'a pas parlé de ton audience en volume, mais c'est autour de 30 000 écoutes par mois. Donc, je crois que je crois que je me demande, c'est pas le plus gros podcast dev français. Comment tu fais alors déjà, tu utilises, on a parlé de if this then that, donc tu n'utilises pas if this then that pour toutes ces automatisations. Tu utilises un outil qui s'appelait avant Integromat et qui récemment s'est rebaptisé Make. C'est ça. Make.com. J'imagine que t'as pas fait tout ça en un jour. Tout ça, c'est des petites briques que tu ajoutes au fil de l'eau. Ouais, ça fait... En fait, j'ai découvert Make en arrivant chez Cosa Vostra, donc il y a à peu près 2 ans. Alors au début, c'est marrant parce que c'est Laurent qui a commencé lui à bosser avec Make avant que j'arrive chez Cosa Vostra. Et quand je suis arrivé, il m'a dit tiens, j'ai un scénario qui marche pas très bien, est-ce que tu pourrais regarder? Du coup, mon premier réflexe, c'est de lui dire écoute, t'es sympa mon coco, mais moi je suis dev, donc tes trucs de no-code, automatisation, t'es sympa, mais ça m'intéresse pas, quoi. Et il a insisté, au bout d'un moment, j'ai pas eu le choix, ça faisait partie de mes fonctions quand même, donc j'ai commencé à mettre le nez dedans. Et en fait, j'ai halluciné de ce que j'ai vu, en fait, à quel point c'était facile, à quel point on pouvait faire énormément de choses. C'est-à-dire que, je sais que ça peut paraître compliqué quand j'explique tout ce que moi j'arrive à faire avec, on se dit que c'est beaucoup, que c'est une montagne et compagnie, mais en vrai, c'est vraiment hyper simple à faire, c'est vraiment ouf, et ça fait gagner un temps fou. Et du coup, j'ai mis le pied dedans et je me suis engouffré dedans, quoi. Pour les podcasteurs qui nous écoutent là, c'est vraiment accessible, même sans aucune notion de code. Vraiment, tu hoches de la tête. Alors oui, vraiment, non, vraiment. Alors, il y a certaines intégrations, par exemple l'intégration avec AudioMeans que j'ai faite pour publier l'épisode. Celle-là, elle est plus compliquée parce qu'AudioMeans, ils ont pas de plugin disponible sur Make. Voilà, donc ils ont une API, mais qui est pas d'un point de vue cosmétique, qui remonte pas. Exactement. Donc ça, moi, j'ai pu le faire parce que sur Make, voilà, j'ai pu le faire parce que moi, j'ai lu la doc de l'API d'AudioMeans et du coup, j'ai pu créer des appels avec l'API directement. Donc c'est pas du code, mais c'est du coup un peu plus trapu, on va dire. Mais tout le reste, tu vois, j'ai tout un tas d'automatisation avec Twitter, avec WordPress, avec Google Drive, avec Calendly, tout ça se fait vraiment juste à la souris. C'est-à-dire que tu cliques, tu choisis ton truc, ça se connecte tout seul, tu les agences ensemble, et puis ça se fait, en fait. Donc c'est vraiment facile à faire. Et c'est vraiment accessible à des non-devs, très clairement. Est-ce que t'as une solution de backup? Comment ça se passe si demain, Make a un énorme problème? Alors excusez-nous, il y a des travaux dans l'immeuble. Ouais, ça s'est arrêté. Comment ça se passe si Make.com a des problèmes de serveur et est en, comment on dit, crash, en time-out ou j'en sais rien, s'il y a un problème sur les serveurs de Make, comment tu fais? Alors c'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois quand ils ont changé de nom justement. La migration est un petit peu compliquée de leur côté. Et il y a eu une journée où effectivement ça n'a pas fonctionné. Honnêtement, c'était le feu. C'est-à-dire que j'ai tellement perdu l'habitude de faire tout ça que ça devient pas compliqué, mais ça d'un coup ça me prend beaucoup de temps pour faire des tas de trucs qui pour moi étaient invisibles avant. Donc c'est vrai que c'est pas hyper simple. Ouais. Et si il y a s'il y a une panne tout simplement, j'en sais rien, si Make est attaqué pendant 3-4 jours indisponible, est-ce que finalement t'es pas allé un peu trop loin dans l'automatisation, dans la délégation à des bots, tu vois? Tu sais, t'as le même sujet quand tu délègues ton taf à un prestataire.
Et le jour où il part en vacances, du coup, pendant 3 semaines, t'avances plus, et puis après tu reprends, ou alors t'arrives à faire pendant son absence, comme si de rien, mais tu prends un peu plus de retard, c'est un peu plus compliqué. C'est des choses qui arrivent, c'est-à-dire que si demain Meg disparaît, mon podcast ne disparaît pas, mais c'est vrai que la production va commencer à ralentir un petit peu, mais je serai encore capable de prendre la relève, on va dire, quoi. Alors, Bruno, qu'est-ce qu'il te reste à automatiser aujourd'hui? Donc la rédaction de ton article, par exemple, du descriptif de ton épisode, t'as vu apparaître comme moi, je pense, des solutions d'intelligence artificielle qui étaient capables de te résumer, de te générer un texte à partir d'un audio. T'as regardé ça un peu? Alors oui, j'ai regardé quelques trucs, notamment sur la génération des sous-titres pour les vidéos que je mets sur TikTok et autres. L'inconvénient que je vais avoir, c'est que dans les discussions entre devs, déjà, il y a beaucoup de mots anglais et il y a beaucoup de mots techno qui sont pas très courants et qui, du coup, sont mal comprises par les trucs d'IA. Donc, il y a encore du travail humain à faire là-dessus. Et c'est pas la partie du travail qui me dérange le plus aujourd'hui, parce que du coup, je fais de la production de contenu. C'est vraiment la seule chose que je fais aujourd'hui, moi, c'est de produire du contenu. Je crée des épisodes, j'écris des articles. Au final, c'est ce qui est le plus sympa à faire dans la production de contenu. Donc aujourd'hui, c'est pas la partie que je cherche à automatiser. Tu travailles sur quelle automatisation là? C'est quoi la prochaine brique? En fait, je suis en train de créer un nouveau format, parce que du coup, comme j'ai automatisé vraiment toute la chaîne, vraiment de bout en bout, je me suis retrouvé du coup à avoir trop d'épisodes que mon planning de diffusion le permettait. Et donc là, ça commence à tourner très bien. Et donc je suis en train de créer un nouveau format d'épisode que j'ai appelé le refactoring, où en fait j'envoie un message à mes premiers invités pour leur dire est-ce que ça te dirait de faire une refactorisation. Donc ça, c'est un terme de dev où on réécrit du code qui est un petit peu vieux et qui marche peut-être plus très bien. Donc de lui dire est-ce que tu es encore en phase avec ce que tu as dit il y a 3 ans? Est-ce que peut-être qu'il y a des trucs qui ont changé ou des avis sur lesquels toi t'es plus forcément aligné? Et donc viens, on refait un épisode dessus. Donc je suis en train de créer mes automatisations pour faire mes scénarios de relance, de montage d'épisodes avec un générique différent, un rythme de publication différent aussi, des structures de conducteurs et d'articles différents. Ok. Qu'est-ce que ça t'a apporté, If This Then Dev, toi, dans ton travail quotidien? Alors, à l'époque où j'étais dev, déjà, ça me permettait de faire une veille. C'est-à-dire que ça me permettait de rencontrer plein de gens sur les tas de techno. Une bonne partie des épisodes sont corrélés directement à des sujets techniques que j'avais dans mon taf à l'époque. Donc, c'était un moyen pour moi de découvrir des choses et d'avancer sur certains sujets. Donc ça m'apporte ça encore, ça me permet d'avoir quand même un contact avec la tech et d'apprendre énormément de choses au quotidien, donc ça c'est super agréable. Ça me permet de rencontrer surtout beaucoup de monde, que ce soit les invités ou mes auditeurs avec qui j'échange régulièrement sur Twitter ou sur Discord. Donc ça c'est vraiment cool. Et puis c'est un métier de plus que j'ai appris au final, toute la partie production, montage, création de contenu, qui était le truc que je faisais vraiment pas avant. Donc ça a été aussi un apprentissage de ce côté-là, quoi. Il y a des invités que tu rêverais d'avoir dans ton podcast et que tu galères un peu à avoir? Que je galère, non, parce que il y a des gens que je rêverais d'avoir, mais que je connais pas en tant que tel. C'est-à-dire que je rêverais d'avoir le CTO de Facebook, par exemple, mais je connais pas son nom aujourd'hui. Mais ce serait intéressant à voir parce que, t'imagines bien Facebook, vu la taille que ça représente, c'est des trucs qui sont forcément des problématiques qui sont intéressantes, mais c'est des gens que je cherche pas à avoir parce que je pense qu'aujourd'hui tu vois, tu disais 30 000 écoutes, c'est un bon volume et tout. Mais pour des mecs comme ça, c'est inexistant. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Surtout que le CTO de Facebook est aux États-Unis. Oui. Il doit y avoir des podcasts de dev. Oui, beaucoup plus importants, effectivement, aux US. Mais tu vois, j'ai essayé d'avoir le CTO du Bon Coin, par exemple. Ouais. Pareil, comme une belle licorne française. Ça s'est pas fait. On n'a pas réussi à trouver un créneau et puis petit à petit la piste s'est refroidie, comme on dit. On a quelques grosses boîtes françaises, mais je commence à avoir une petite notoriété, on va dire, dans le milieu. Donc aujourd'hui, j'ai pas trop de difficultés à trouver un CTO en France qui a envie de venir sur le podcast, quoi. On va parler un peu de revenus. Donc tu génères des revenus avec If This Then Dev. Grâce à Orso Media. Grâce à Orso Media. Tu nous expliques un peu comment est-ce que ça a changé aussi dans ta manière de bosser. Est-ce que tu as réussi à automatiser certaines choses sur ce volet monétisation? Alors ouais, l'arrivée des sponsors, pour moi, ça a changé quand même pas mal de choses. Aujourd'hui, en fait, il y a
deux types de sponsoring, on va dire, sur le podcast. Il y a le sponsoring au sens avec des pré-rolls, donc des annonces qui sont faites en début d'épisode, et des épisodes sponsorisés. Donc les pré-rolls, on arrive en général à faire des offres d'un mois en complet. L'épisode sponsorisé, on s'est fixé une limite qui pour le moment n'a jamais été atteinte, mais on se met une limite par principe de 2 épisodes sponsorisés maximum par mois, histoire de pas faire que ça non plus. L'avantage, c'est que du coup, effectivement, avec cette source de revenus en plus, déjà j'ai pu souscrire à quelques outils que j'avais pas jusque-là. Par exemple, j'ai pris un outil qui s'appelle Bannerbear, qui va me générer automatiquement la cover d'un épisode de podcast, la miniature sur YouTube et l'image que je vais partager sur Instagram. Donc tu vois, ça me permet de faire c'est vrai qu'on est passé assez rapidement sur cette partie, mais c'est génial aussi de pouvoir automatiser de la créa, tu vois, au-delà de juste de gestion de fichiers, etc. Et tu vois, ça t'as un template, c'est ça. Exactement. T'as un template, et puis c'est l'API qui se charge d'aller intégrer le nom de ton invité, le numéro de l'épisode, exactement. Logo, etc. Et pareil sur les vidéos que je mets sur TikTok, Instagram et compagnie. Donc déjà, moi, j'ai pu externaliser une partie de la production de ces vidéos auprès d'une prestation. Donc ça, c'est un truc que je pouvais pas faire avant. Ouais. Et en plus, grâce à Bannerbear, la vidéo, elle est juste montée avec les sous-titres et on l'envoie à Bannerbear, qui me sort une vidéo format portrait avec un cadre à la couleur du Div TTD, avec le logo, avec un titre. Enfin, tu vois, il y a une espèce de mise en page vraiment de Combien te coûte Bannerbear par mois? Bannerbear, ça me coûte, je crois que ça me coûte une $50 par mois. Ah oui, c'est pas donné quand même. Ouais. Mais tu rajoutes à ça, du coup, le Google Drive, qui me coûte aussi plusieurs dollars par mois, Calendly, Airtable, Make, qui est donc tous les services que j'utilise en fait petit à petit. À quel le budget mensuel? Je pense que je dois être à 600 € d'outils, mensuel par mois. Ouais. Ah, c'est quand même beaucoup. Ouais, ça va vite, ouais. Ouais, je pensais pas que t'étais à 600 €. Parce que déjà, tu sais, j'ai une option stockage illimité chez Google. Ok. Google Entreprise. Qui était vraiment nécessaire? Bah oui, parce que j'ai tous les fichiers vidéo aujourd'hui, tous mes lives que j'enregistre tels quels, tous les fichiers audio. Vraiment les fichiers sources. Tu peux pas créer un automate qui. Bah si demain je veux refaire mon montage de générique ou genre de choses, tu vois, moi j'ai tous les fichiers sources qui me permettent de travailler dessus si un jour j'ai besoin. T'as produit et fabriqué quelle quantité de data là depuis le début de ton podcast? Bah je mesure même plus en fait. Comme j'ai un. Non, mais tu dois voir sur ton. Non, tu vois pas le volume de. Bah c'est écrit en petit quelque part, mais comme il sait que t'es en illimité, tu vois, il s'embête pas à te dire. T'as pas cette barre de. Ouais, t'as raison. Ça doit être au moins une centaine de dollars, non? En fait, du coup, j'ai un compte c'est $25 par mois par user. Et il y a plusieurs users parce que du coup c'est aussi à mon nom, c'est adsoulez.me. Okay. Donc j'ai aussi quelques personnes de ma famille qui ont une adresse dessus. Donc oui, il y a Bannerbear, il y a Calendly, il y a Airtable, j'en oublie plein, il y en a énormément. Il y a Make me coûte une centaine de dollars par mois aussi. Donc tu vois, tout ça mine de rien, ça s'ajoute. Oui, toi tu dois avoir le compte Make super premium plus. Je l'utilise pas mal. Et c'est vrai que tu vois, grâce au sponsoring, bah du coup, je peux financer tout ça sans difficulté. Pareil la prestation pour le montage vidéo. Donc ça, c'est des trucs quand même qui apportent un certain confort, quoi. Et est-ce que tu as déjà pensé à peut-être mettre à monétiser ce savoir-faire que tu as acquis dans l'automatisation de la création de contenu auprès de podcasteurs, d'autres créateurs de contenu, peut-être des youtubeurs qui pourraient aussi gagner beaucoup de temps dans leur prod? Alors oui, j'y ai pensé, on en a parlé avec certains podcasteurs du label. La difficulté, c'est que c'est quelque chose qu'on peut difficilement généraliser en fait. Cet outil-là, tu vois, j'ai pas une plateforme qui est facilement transposable d'un univers à un autre parce que c'est du no-code. On n'est pas sur une application créée par du code comme on le ferait comme le ferait un dev classique, on va dire. Et donc ça veut dire que c'est un ensemble de process qui sont très calés sur ma façon de faire, sur mon contenu, sur mon podcast, sur mon process. Et donc c'est vraiment pas facilement généralisable. C'est-à-dire que il y a très certainement des podcasteurs qui arriveraient facilement à s'adapter à ce process-là et qui en bénéficieraient, mais il y en a, je pense, plus qui n'arriveraient pas à travailler dans cette dans ce rythme-là. Et donc ça veut dire que pour chacun, il faudrait tout refaire from scratch et parfois imposer certaines règles de fonctionnement à d'autres podcasteurs avec qui ça marcherait peut-être pas forcément. Et donc ça représente quand même un gros volume de travail. Et j'ai quand même plus de 40 ans aujourd'hui.
et mon coût horaire est quand même assez élevé Ouais. pour pas se mentir. Et donc je pense que c'est pas rentable aujourd'hui de faire appel à moi pour faire ces choses-là en fait. Et tu crois qu'il y aurait un intérêt, ça pourrait valoir le coup de développer, alors là on se parle d'un projet startup, hein, un outil en SaaS qui puisse faire exactement ce que tu nous as décrit ici, mais en un seul et même endroit, c'est-à-dire voilà, en un seul endroit, je gère ma diffusion, le montage, la prod, la promo, la gestion de mes invités, du calendrier, etc. Ça aurait forcément un intérêt, mais la question en fait c'est combien est-ce que les gens seraient prêts à payer pour ça et combien est-ce que ça te coûterait toi en fait à mettre ça en place. Les podcasts, la majorité ne gagnent pas d'argent. Ouais. Mais si tu as un label qui peut t'aider à faire des revenus, du coup ça a du sens en fait de financer ce genre de choses. Mais il faut pas oublier que la majorité des podcasts gagnent absolument rien. Je parle de podcasteurs, mais ça peut aussi concerner des auteurs de newsletters, des youtubeurs, des instagrammeurs, pourquoi pas. Enfin, voilà. Tiens, d'ailleurs, en parlant de newsletter, c'est une remarque que je me suis faite tout à l'heure. T'en as une, toi? Non. C'est étonnant. Ouais. Parce que tu pourrais facilement automatiser une newsletter. Et pourtant, moi, j'ai deux comptes de newsletter qui existent. C'est-à-dire que j'ai une newsletter qui existe avec tous mes invités qui sont ajoutés à une newsletter automatiquement. Et j'ai un formulaire d'inscription à newsletter sur mon site, sur lequel il y a à peu près une centaine ou 150 personnes, je crois, qui se sont déjà inscrites. en train de nous dire que tu récoltes de la data sans finalité précise? Exactement. C'est là, et les gens le font, et ils s'abonnent. Mais c'est vrai que je l'utilise pas du tout. Alors, je l'utilise pas pour une raison simple, c'est que j'ai pas encore trouvé un moyen simple d'automatiser la génération d'une newsletter. Ok. Et c'est comme tu fais pas une newsletter, ça prend du temps de faire une newsletter. Et j'ai pas réussi à trouver un truc qui me permette de générer au moins un squelette suffisamment complet, suffisamment quali. À minima, tu pourrais envoyer une alerte à la mise en ligne d'un nouvel épisode, par exemple, qui reprendrait, je sais pas, le descriptif de l'épisode, qu'il serait pertinent de réutiliser, non? Alors oui, et en même temps, en fait, j'y ai pensé, ma réflexion, ça a été de me dire, ma population, majoritairement, ce sont des devs. Ouais. Donc on parle de gens qui sont très tech savvy, qui sont quand même au fait des technologies, et qui vont beaucoup plus utiliser les notifs de leur application de podcast que de l'email qui est un vecteur de communication différent. Tu vois ce que je veux dire? Et donc je me base plus sur les notifs qu'ils vont avoir dans leur application de podcast que sur l'email pour générer de l'audience. Ok. Bon bah cool. Merci beaucoup Bruno, c'était hyper dense. On a passé beaucoup de temps sur ton automatisation, mais c'est quand même aussi ça qui est assez dingue dans ton setup. Si cet épisode vous a inspiré, vous a donné des idées, franchement écrivez-nous. Alors c'est pas dit que Bruno pourra résoudre tous vos problèmes, mais certainement des choses sur lesquelles on pourra vous aider ou peut-être vous aiguiller vers des bons outils, vous en tant que créateur de contenu. Moi j'automatise aussi quelques aspects de ce podcast, mais je suis à 0,5% de ce que tu fais. Et effectivement, on le dit souvent ici dans Follow Me que l'une des ressources les plus rares et les plus précieuses dans la creator economy, c'est le temps. Et toi, t'as quand même craqué un sujet qui est vraiment painful pour les créateurs de contenu. Donc bravo pour ton œuvre et en tant que fondateur d'Orso Media, je suis ravi aussi de t'avoir dans la team. Je voulais te le dire là, comme ça c'est enregistré, c'est sur le cloud. Merci beaucoup de tout ça. Merci de ton invitation. Moi, je suis flatté d'être à ce podcast où j'adore écouter tous les créateurs que tu reçois, qu'ils soient d'Orso Media ou pas. C'est vraiment top. Donc merci pour tout ça. Merci Bruno. Merci Christopher. Ciao.